Pour vous présenter différentes capsules sur le thème du trouble du spectre de l'autisme, pour vous accompagner là, dans votre rôle d'accompagnateur cet été dans les camps de jour avec les enfants autistes. Alors, moi, si je viens me présenter, je suis Catherine Deblois, je suis psychoéducatrice au CIUS du Nord de l'île de Montréal, dans le service en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Je laisse ma collègue se présenter. Moi, c'est Laurie Slater, je suis orthophoniste également dans le même programme, mais je travaille spécifiquement avec les enfants âgés de 0 à 7 ans. Alors, ce qu'on va présenter aujourd'hui dans la capsule, ça va être la partie un petit peu plus théorique. Alors, on va définir c'est quoi le trouble du spectre de l'autisme. Dans un deuxième temps, là, on va définir la déficience intellectuelle. Après ça, on va y aller là, une petite partie là, vraiment connaissance de la personne, qu'on appelle au-delà du diagnostic. Puis on va finir avec quelques vignettes cliniques. Oui, alors on va commencer avec la définition du TSA. De façon générale, il faut comprendre que le TSA, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est quelque chose dans la façon dont le cerveau se développe durant la grossesse. Ce qui veut dire que c'est pas lié au vaccin, c'est pas non plus lié aux pratiques parentales, c'est vraiment le développement du cerveau qui est, si on veut, configuré différemment de celui des personnes qu'on dit neurotypiques. Donc, ça, c'est les personnes comme Catherine, moi et vous qui n'ont pas de profil particulier, pas de difficulté particulière. Donc, on parle de neurodiversité, plusieurs profils différents. C'est un diagnostic qui est reçu suite à un long processus d'évaluation qui est souvent multidisciplinaire. Donc, on va aller chercher des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychoéducatrices pour être bien sûr qu'on a le bon profil développemental. Et c'est seulement des médecins ou des psychologues spécialisés qui peuvent diagnostiquer le TSA. Alors, ce n'est pas un diagnostic qui est remis à la légère. On s'assure vraiment que c'est le bon profil développemental. Alors, on va regarder maintenant les critères diagnostiques rapidement. Vous pouvez vous référer à votre PowerPoint pour voir l'information en plus grand. Alors, dans le TSA, on a d'une part des déficits persistants de la communication et des interactions sociales, et d'autre part, un caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts ou activités. En termes de communication, comment ça se présente? C'est des retards et ou des particularités dans le développement du langage, des déficits au niveau de la communication non verbale, des difficultés dans les interactions sociales et des déficits dans la théorie de l'esprit. Alors, rapidement, ce que c'est la théorie de l'esprit, c'est la capacité à comprendre qu'une autre personne va avoir des pensées, des émotions et des croyances qui lui sont propres et de savoir que ça peut être différent de ce que nous-mêmes on ressent dans un moment présent. Alors, comment est-ce que ça peut se présenter au quotidien? Comment est-ce que vous pourriez l'observer ça au camp de jour? La personne qui a un TSA pourrait avoir de la difficulté à entrer en relation avec les autres, soit les enfants ou les adultes. Elle pourrait aussi avoir de la difficulté à partager ses jeux ou ses intérêts. Elle pourrait présenter des réactions particulières aux émotions des autres, donc par exemple rire quand quelqu'un est fâché ou triste. Elle pourrait avoir de la difficulté à comprendre les blagues, le double sens, le langage qui est plus abstrait. Elle pourrait présenter un style de jeu qui est particulier. Donc, par exemple, au lieu de faire une tour avec des blocs, elle pourrait s'amuser plus à les taper l'un contre l'autre. Elle pourrait avoir de la difficulté à jouer avec les autres plutôt que tout seul. Et elle pourrait faire des choses qui peuvent mettre les autres en colère ou mal à l'aise, mais sans trop s'en apercevoir. Et ça, c'est en lien avec la théorie de l'esprit qu'on a mentionné juste un peu plus tôt. En termes de la deuxième hémisphère, donc le caractère restreint répétitif des comportements, il y a certains mouvements qui sont stéréotypés et répétitifs. Donc, par exemple, des maniérismes moteurs, comme ceux qui sont les plus connus, c'est le flapping, le balancement des mains comme ça, ou le rocking, qui est un balancement du corps comme ça, un peu pour s'apaiser.
Il y a aussi des fois l'utilisation des objets ou l'intérêt pour les objets qui est un peu atypique. Donc, par exemple, de s'intéresser vraiment plus à la partie spécifique de l'objet plutôt que le jouer dans sa totalité. Donc, faire rouler les roues de la petite voiture pendant très longtemps, par exemple. Et ensuite, il y a aussi des rituels ou des habitudes qui sont assez inflexibles et une certaine intolérance au changement. Donc, il faut que les choses soient faites d'une certaine façon, puis quand ça dévie, ça peut être confrontant pour la personne. Et il y a souvent des intérêts restreints et fixes qui vont être inhabituels, soit par leur intensité. Donc, l'enfant est très intéressé, par exemple, par les lettres et les chiffres, ou dans leur nature. Donc, un exemple, c'est un intérêt qui est très intense pour la SPM. Donc, un enfant qui connaîtrait tout le réseau de métro au complet, qui voudrait tout le temps aller dans le métro, puis qui serait vraiment stické là-dessus, comme on dit, dans un bon français. Alors, comment ça peut se présenter ça dans la vie de tous les jours ou au camp de jour? Ce serait un enfant qui pourrait avoir une réaction d'anxiété ou de colère face à un changement à la routine ou un imprévu ou de la nouveauté. Donc, par exemple, s'il faut annuler l'activité qui était prévue parce qu'il peut, l'enfant peut avoir de la difficulté à gérer ce changement. Un autre exemple, c'est une réaction négative quand les autres enfants ne respectent pas les règles du jeu à la lettre ou quand ils ne font pas ce que l'enfant en question voudrait qu'il fasse. Donc, par exemple, on peut penser à un enfant qui tient absolument à être toujours le premier à jouer dans un jeu et s'il faut qu'il partage avec les autres enfants le tour de rôle, ça peut être difficile. Et il y a aussi une certaine difficulté à généraliser les apprentissages. Donc, par exemple, l'enfant peut être très capable de faire certaines tâches dans un contexte précis, mais dès qu'on bouge à un autre contexte, ça devient plus difficile. Alors, par exemple, si une certaine journée, son moniteur est absent, il peut avoir plus de difficultés à aller vers le nouveau moniteur, exprimer ses besoins et être aussi autonome qu'il était capable de l'être avec son moniteur de l'habitude. Une autre particularité qu'on a dans le TSA, c'est les particularités sensorielles qui font aussi partie du deuxième critère ici. Donc, les personnes qui ont un TSA vont traiter souvent l'information sensorielle différemment des personnes qui sont neurotypiques. Alors, on a deux profils de traitement sensoriel habituellement. On a d'une part l'hypersensibilité, où la personne est très sensible aux stimulations et souvent, elle va chercher à éviter ou à réduire les stimulations parce que ça la surcharge. Sinon, on a aussi l'hyposensibilité où la personne est peu ou pas réactive aux stimulations. Donc, ça lui en prend beaucoup pour venir la stimuler et elle est plutôt en recherche de stimulation. Ces particularités, ça peut être présent pour tous les sens, donc ça peut être le toucher, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat, mais on compte aussi dans les sens le vestibulaire, qui est le sens de l'équilibre, et la proprioception, qui est la conscience de son corps dans l'espace. Puis les profils sensoriels sont souvent mixtes, donc un enfant est rarement hypersensible à tout et hyposensible à tout. Souvent, il y a certains sens qui sont hypersensibles et il y en a d'autres qui sont hyposensibles. Donc, pour terminer sur le TSA, les particularités qu'on a nommées, oui, ça peut composer un défi au quotidien dans votre tâche d'animateur de moniteur de camp de jour, mais c'est aussi des choses dont on peut tirer parti. Donc, par exemple, les intérêts restreints, on peut les utiliser pour essayer de motiver le jeune pour une activité pour laquelle il n'y a pas d'intérêt du tout. Donc, par exemple, il ne veut pas aller faire l'activité de bricolage, mais on lui dit après le bricolage, on va aller faire une chasse aux Pokémon, en sachant qu'il aime beaucoup les Pokémon, par exemple. Le fait que les jeunes ont aussi accordent une grande importance aux habitudes et à la routine, ce que ça nous donne comme avantage, c'est qu'une fois que la routine est apprise, elle est très bien maîtrisée et le jeune devient très autonome puis peut prendre plus de responsabilités dans le groupe. Sinon, pour ce qui est du traitement de l'information qui est un peu différent, souvent la force que les personnes TSA vont avoir au niveau du traitement de l'information visuelle, ça va faire en sorte qu'ils ont une très bonne mémoire visuelle. Donc, ils se souviennent bien des trajets, des lieux. C'est quelque chose qui peut être facilitant dans les transitions et les déplacements. En termes de communication sociale, les personnes qui ont un TSA sont très honnêtes et ils vont droit au but, généralement. Alors, on a souvent l'heure juste avec elles, puis il y a très peu de manipulation, contrairement à des fois ce qu'on peut avoir avec d'autres enfants. Et pour terminer, les particularités sensorielles, on sait qu'il y a certaines sensations qui peuvent être apaisantes pour les enfants qui ont un TSA. Donc, par exemple, l'eau, la baignade, ça peut avoir un effet apaisant, et aussi les balançoires. Donc, ça va un peu chercher la fonction du rocking qu'on mentionnait plus tôt au niveau de la proprioception. Alors, voilà pour le TSA.
Alors, on poursuit, dans le fond, en définissant la déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle se présente sous deux critères diagnostiques. On parle d'un déficit des fonctions intellectuelles et d'un déficit des fonctions adaptatives. Alors, quand on parle de fonctions intellectuelles, on parle du fameux quotient intellectuel. Une personne qui a reçu un diagnostic de déficience va avoir un QI qui se situe sous 70, sachant que la majorité des êtres humains ont un QI de 100. Ça me donne une idée. Une déficience intellectuelle peut avoir un différent niveau de sévérité, soit léger, moyen, grave et profond. Il peut parfois y avoir une déficience intellectuelle qui va être associée à l'autisme. Pour ce qui est des fonctions adaptatives, on parle vraiment de comment la personne va s'adapter aux différentes sphères de sa vie. Pour donner quelques exemples, on parle d'habileté conceptuelle. C'est tout ce qui touche à la compréhension du langage oral ou parlé, la lecture, l'écriture, puis les concepts liés à l'argent. C'est tous les concepts un petit peu plus abstraits qui permettent à une personne d'être autonome. Au niveau des habiletés sociales, il va y avoir des difficultés au plan des habiletés sociales, de l'estime de soi, des responsabilités, de la compréhension, puis de se conformer aux lois et aux règlements. La personne va avoir des difficultés plus ou moins grandes à ce niveau-là. Puis au niveau des habiletés pratiques, c'est vraiment tout ce qui est des activités quotidiennes pour prendre soin de soi, être autonome à l'école, prendre soin de sa maison chez un adulte. Ça va être difficile pour eux. Au niveau des soins personnels, l'alimentation, l'hygiène, l'habillage, faire des choix en conséquence de la température, par exemple. Au niveau de la sécurité, de l'autonomie, de l'utilisation du téléphone, c'est tous des exemples qui viennent chercher les habiletés pratiques qui vont être difficiles pour les personnes qui ont une déficience. C'est ça là, on revient un peu au petit point sur le trouble du spectre de l'autisme et la déficience intellectuelle. Le trouble du spectre de l'autisme va être accompagné d'une déficience intellectuelle qui peut varier de sévère à légère, comme je disais. Par contre, la majorité des personnes qui ont un TSA ne présentent pas de déficience intellectuelle associée. Ça, peu importe le niveau de comportement répétitif ou les difficultés de langage. Ça veut dire que malgré les difficultés au plan de la communication, la plupart des personnes auront un niveau intellectuel dans la moyenne pour leur âge. Petit point suivant, c'est au-delà des diagnostics. Dans le fond, le message qu'on veut vous dire à ce niveau-là, c'est que pour bien accompagner une personne qui a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, oui, il faut comprendre le diagnostic, mais il faut aussi comprendre que cette personne-là, au-delà de ce diagnostic, elle a ses goûts, elle a ses intérêts, elle a ses forces, ses motivations bien à elle, puis que c'est important d'apprendre à les connaître pour être capable de miser sur ces aspects-là pour aider la personne. On va vous faire parvenir aussi une fiche Connaître l'enfant qui vous permet de mieux comprendre ses forces. Un petit questionnaire pour faire la revue un peu des forces. Vous aider à réfléchir sur les forces et les défis de votre jeune pour bien personnaliser les interventions. Après ça, vous allez voir dans le PowerPoint, il y a d'autres exemples un petit peu de caractéristiques du TSA que je vais vous laisser lire. Et c'est ça, on va terminer dans le fond avec deux petites vignettes cliniques dans le but de vraiment un peu faire le lien entre les critères diagnostiques qu'on a vus et une situation un petit peu plus concrète. Je vais faire la lecture de la vignette. Alors, c'est une belle journée de canicule, il fait très chaud et soleil. Le groupe de Loïc se rend au terrain de jeu comme à tous les matins. Cependant, au lieu d'aller jouer dans les balançoires et les structures comme d'habitude, on propose aux enfants de ramasser des branches et des feuilles pour faire un bricolage dans l'après-midi. Loïc refuse de participer à la cueillette et s'en va jouer dans les structures seul. Il ignore les consignes de son accompagnateur. Lorsque l'accompagnateur lui demande de venir lui parler, Loïc se met davantage en colère et s'éloigne encore plus de lui. Alors, la question, c'est quelles caractéristiques du TSA peuvent influencer la réaction de Loïc? Dans ce cas-ci, on peut se dire que peut-être que Loïc réagit au changement de routine. Lui, il aime beaucoup aller jouer dans les jeux, c'est dans ses habitudes. Puis là, oups, on lui propose on amène quelque chose de différent. Ça se peut que dans son côté plus de rigidité,
rigidité, comportement restreint et répétitif, ça se peut que ce soit difficile pour lui là, de s'adapter à ce changement de routine-là. On spécifie aussi dans la vignette que c'est une journée de canicule. Peut-être que le H, lui, au niveau visuel, peut-être qu'il a une hypersensibilité à la lumière qui fait qu'il est plus envahi par ses sens, puis il est plus irritable. C'est quelque chose qui peut le rendre un peu plus irritable à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a cet élément-là qui rentre en ligne de compte. Puis finalement, peut-être que c'est un enfant qui a peu d'intérêt pour le bricolage, donc ça peut influencer aussi ses comportements. Ce qui amène là ses difficultés à se conformer aux consignes de l'animateur puis au comportement d'opposition. Voilà. Petite vignette numéro 2, c'est Elsa. Elsa qui adore les princesses, elle s'amuse seule à imiter les scènes de son film préféré. Il y a d'autres petites filles qui se joignent à elle et s'amusent à incarner les personnages et à inventer de nouvelles aventures. Au début, Elsa était capable de jouer un petit peu avec les petites filles, mais au bout de quelques minutes, elle finit par s'éloigner du jeu puis aller jouer seule dans un coin plus reculé du terrain de jeu. Alors, qu'est-ce qui fait là, que Elsa se retire de cette situation sociale-là? Ça se peut que sa difficulté là, au niveau des interactions sociales, on a parlé du jeu, l'imagination, que c'est quand même des défis pour les personnes TSA. Puis au niveau de la rigidité, elle avait un jeu en tête, elle avait un scénario en tête, puis là, les autres enfants qui joignaient à elle se conformaient pas à ce qu'elle avait comme scénario dans sa tête. Alors, ce qui peut amener là, son comportement plus de retrait social. Voilà pour la vignette. Vous allez voir dans le PowerPoint, là, on a aussi mis quelques références là, intéressantes qui pourraient vous permettre d'aller faire de petites lectures sur le trouble du spectre de l'autisme. Alors, c'est ce qui clôt cette première capsule. Alors, merci.